Bon, ben, bienvenue à tous. Je suis ravie qu'on ait ce petit moment ensemble. En réalité, la rencontre elle a déjà commencé par mail, hein, parce que il y a certaines personnes qui se sont exprimées à l'écrit. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est plus facile à l'écrit qu'à l'oral. J'espère néanmoins que certains d'entre vous réussiront à déverrouiller un peu leurs paroles et oseront aborder des choses même personnelles si ça a un sens par rapport à la discussion. Évidemment, le but n'étant pas de faire une thérapie de groupe, évidemment, mais vous avez bien vu, si vous avez lu le livre, on est vraiment dans l'articulation entre pensées chaudes et pensées froides, c'est-à-dire qu'on parle aussi de choses de vécu, de nos vécus parfois, on s'en cache pas, et je pense que c'est important aussi d'apprendre à articuler avec la théorie, avec le collectif. Le récit collectif, là, pour le coup, qu'on est en train d'essayer d'élaborer ensemble à travers ce livre et aussi à travers ces rencontres, parce que je pense qu'on en manque cruellement à l'endroit des dits surdoués. Je mets des gros guillemets. Hein. Alors, on va peut-être commencer par ça, justement. Moi, j'avais un scoop pour commencer. Je m'étais dit, voilà, je commence par un scoop. En fait, les surdoués n'existent pas. Voilà. Vous vous en doutiez peut-être. Bah alors arrêtons de les appeler surdoués, même avec des guillemets. Alors c'est un débat intéressant. Mais c'est pas si simple, parce que ça correspond bien à quelque chose dans la structure sociale quand même. On est quand même bien identifié à un endroit, et on est identifié par des termes tous plus impropres les uns que les autres, on est bien d'accord. On a choisi le pire, c'est vrai. Le plus pénible, le plus inassumable. C'est en même temps celui avec lequel je trouve qu'on risque pas de s'endormir, parce que c'est tellement stupide qu'en mettant les guillemets, j'envoie aussi le signe d'une espèce d'invitation à pas en être dupe et à réfléchir qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce que ça met en jeu comme fantasme dans notre société, et quelles sont les personnes qui se voient affublées de cette étiquette, puisqu'on est dans une société qui fonctionne avec des étiquettes. Moi, la seule chose qui existe, selon moi, et c'est important de le dire, pour commencer, c'est l'intelligence humaine. Voilà. Et notre bouquin, notre réflexion, ça a été d'essayer de voir quand cette intelligence humaine, elle se libère, pourquoi et comment, et quand tout d'un coup, elle est complètement empêchée, de manière parfois structurelle chez certains, de manière parfois au sein même d'une personne, de la même personne, on peut avoir effectivement des domaines où tout d'un coup on est capable de s'abstraire du groupe et on est capable de cesser momentanément, ou dans tel domaine, pour X raisons qui tiennent à l'histoire de la personne, de prendre en charge le travail du sens, ce qu'on a appelé le travail du sens. Et d'autres moments, on est tous plus ou moins cons, c'est-à-dire qu'il faut absolument dédramatiser les termes d'intelligence et de conneries, enfin de bêtises, parce qu'au fond, je pense qu'une bonne définition de la bêtise, au fond, c'est déléguer la pensée, déléguer la capacité à ressentir, à percevoir, déléguer le travail du sens au groupe social, au groupe. Et quand bien même il y aurait des incohérences, s'en accommoder parce qu'on ne s'en sent pas responsable. Et pour plein de raisons, qui tiennent parfois à chacun, les gens qui sont soi-disant surdoués ne sont en fait que des êtres humains qui ont pris une certaine liberté vis-à-vis du groupe et qui prennent en charge le travail du sens par eux-mêmes. Ça donne des gens qui effectivement, à chaque heure de la journée, peuvent avoir un effondrement du sens de ce qu'ils sont en train de vivre. On a continuellement besoin d'interroger ce qu'on est en train de vivre, le sens que nos actes et ce qu'on est en train de partager avec les autres, le sens que ça a. Et ça passe par soi, ça a une grande autonomie. C'est aussi, je commence par le terme surdoué. Si on continue à l'employer avec des guillemets, c'est aussi d'une certaine manière pour l'instant un aveu d'échec. Je ne peux pas cacher que pendant toute l'écriture du bouquin, et aussi pendant l'écriture du précédent d'ailleurs, on n'a pas arrêté de se poser la question de trouver le bon terme. Mais il y a peut-être des raisons structurelles au fait qu'on ne puisse pas si facilement le trouver, parce qu'on est en train d'essayer de pointer un truc très complexe qui est
un mélange de discontinuité, parce qu'il y a bien une discontinuité, c'est ça qu'il faut appréhender, et c'est ça qui ne correspond d'ailleurs pas aux tests de QI. C'est pour ça aussi que les tests de QI ne parlent pas de ce dont on parle nous. Puisque les tests de QI, c'est une courbe continue avec des performances qu'on peut mesurer, certaines habiletés cognitives qu'on peut mesurer sur une échelle tout à fait continue. Il n'y a aucune raison que tout d'un coup il y ait une espèce de seuil magique, parce que 130, c'est juste le moment où la courbe de Gauss elle commence à s'infléchir, mais il n'y a aucune propriété, aucune vertu miraculeuse tout d'un coup, et donc ce serait totalement absurde que sur cette échelle continue, quand j'ai des performances, je sais pas moi, à 126 ou à 127 ou à 128, je suis pas concerné, puis tout d'un coup à 130, une espèce de bascule magique qui fait que tout d'un coup il y a tout un tas de caractéristiques psychologiques qui iraient avec, de traits psychiques. C'est absurde, c'est extraordinaire qu'un certain nombre de gens continuent à le penser comme ça et à défendre la chose de cette façon-là. Donc il y a d'un côté, et en même temps, il y a bien donc une discontinuité qui a été, semble-t-il, repérée. Je dis semble-t-il parce qu'au fond, bien sûr que ce dont on parle, c'est pas d'études statistiques. Il y a des études statistiques qui disent une chose et des études statistiques qui disent le contraire. C'est extrêmement difficile avec les études statistiques d'obtenir une vraie fiabilité. Bien sûr qu'à l'origine, ce dont on est parti, c'est une conviction personnelle, intime, et qui démarre bien avant d'ailleurs même l'activité de psy, qui est une conviction liée à notre vécu et à ce qu'on a ressenti. Alors cela dit, cet écart, s'il existe, et encore une fois, on a émis des hypothèses, il y a plein de choses qui nous semblent très vraisemblables, sinon on ne les défendrait pas, mais il n'y a pas de preuves. C'est un domaine dans lequel c'est extrêmement difficile, quelle que soit l'optique, d'établir des procédures de preuves fiables. Et cet écart, s'il existe, il est tellement fondamental, et du coup, quand tu dis des individus qui ont pris une liberté, ou qui ont été condamnés à se retrouver dans un domaine sens, c'est pas un choix, c'est pas parce qu'ils ont décidé qu'ils s'émancipaient du groupe. Il y a bien un manque d'adhésion fondamentale à ces récits qui permettent aux autres de tenir debout et d'affronter cette conscience très douloureuse du temps qui passe, de la mort de l'individualité. Et une fois que, au fond, parce que si vous avez juste vu les vidéos, peut-être que vous avez vous avez un peu moins d'éléments que ceux qui ont lu le livre. En fait, l'idée, on est reparti d'une réflexion anthropologique, de choses qu'on sait très bien du côté de l'anthropologie, mais qu'on n'étudie jamais à l'échelle de l'individu. On n'étudie jamais ça à l'échelle de la psyché individuelle. Mais au fond, ce dont on parle, ça porte un nom depuis un siècle et demi dans les sciences humaines, c'est l'aliénation. C'est-à-dire qu'à échelle anthropologique, on sait très bien que tous les groupes sociaux, toutes les sociétés, toutes les cultures produisent des récits, mettent l'existence en récit, et que ces récits assignent à chaque acte, à chaque chose, des valeurs, et que ces récits ont pour fonction notamment d'établir les lois, les normes d'un espace social donné. Enfin, dans une tribu, les mythes fondent la loi. La transmission des mythes sont le moyen de dire génération après génération comment il va falloir se comporter. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, si on fait la guerre, comment on la fait, si on taille une sarbacane, comment on la taille, si on chasse, comment on chasse, etc. Et que, finalement, ça c'est à l'échelle du groupe, mais à l'échelle individuelle, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet à l'individu de donner sens à son existence, parce que du coup, tout d'un coup, ça lui tend un miroir. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se mesurer à l'aune de ce récit, de ce que ce récit lui prescrit. Bon. Et cette observation qui a été faite 1000 fois par tous les ethnographes qui sont allés au fin fond de l'Amazonie bouffer des fourmis avec telle ou telle tribu, finalement, c'est cette observation que les ethnologues ont retournée sur nos sociétés contemporaines, dites civilisées, à partir des années 50-60, pour observer que le mythe est tout aussi présent, et finalement tout groupe social sécrète un mythe, mais même les bandes qu'on formait dans la cour de récré, enfin, pour ceux qui ont formé un peu des bandes, finalement, la première chose qu'on faisait quand on formait la bande, c'est de forger de la loi, de définir par exemple des codes de langage, des codes d'habillement, pour pouvoir s'identifier au groupe, et souvent en plus de créer du récit, de raconter un peu l'histoire de la bande, de s'ancrer d'ailleurs dans un passé. On est ceux qui aimons telle chose, on se sent un peu les héritiers d'eux. Moi j'avais vaguement essayé
Et en quatrième, c'était complètement anachronique. J'avais vaguement essayé de me raccrocher à la naissance du rock'n'roll et j'avais trouvé deux autres Gugus qui étaient au fond, qui étaient aussi maladroits que moi avec les filles et qui avaient l'impression que si on arrivait à être la réincarnation de Marlon Brando dans L'équipée sauvage, si on apprenait à danser le rock et si on écoutait Elvis Presley, elles allaient toutes tomber. Bon, ça n'a pas marché, mais du coup, voilà, on mettait un peu en légende aussi notre manière de traverser notre adolescence. Bon, tout groupe se fonde comme ça. Et nous, ce qu'on a fait, c'est simplement aller regarder les conséquences du côté de la psyché individuelle. C'est-à-dire que du côté de la psyché individuelle, ce que ça implique, c'est qu'au fond, l'individu, quand il construit le sens de son existence, ce qui est pour le coup une nécessité absolue pour tout être humain, quand il construit le sens de son existence juste par adhésion à ces récits collectifs, sans les réinterroger, ça le condamne finalement à un certain type d'activité cognitive. C'est justement ça. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, en plus, et c'est ça aussi le problème de toutes les communautés dites de surdoués, de zèbres, etc., c'est que... Une assignation sociale. Voilà, aussi, c'est une assignation sociale, et puis deux, c'est une formule de toi, mais que j'ai reprise dans une vidéo, la douance, c'est vraiment l'endroit où les surdoués cessent de l'être en général. C'est là où ils deviennent un peu débiles. Là, c'est là où on devient con, mais c'est normal, c'est le point du trauma aussi. C'est le point douloureux. C'est-à-dire que le fait de s'être vécu différent, parce que souvent ça part de ça. Ça part de l'impression d'une grande distance vis-à-vis des autres, enfin de ne pas fonctionner pareil, et donc d'une enfance où, et parfois beaucoup plus que l'enfance, où on passe son temps à se demander mais c'est le monde qui est fou ou c'est moi qui suis fou, enfin, et sans avoir de mots pour dire cet écart, et c'est d'autant plus angoissant et sidérant. Alors quand tout d'un coup le mot tombe, je pense qu'il y a un effet du noyer qui s'accroche à quelque chose qui flotte. C'est ça, moi je vois vos vidéos, il y a des gens qui disent ah c'est tout moi, sans s'expliquer. Après il y a la projection, hein. Non, enfin... Il y a des gens qui se projettent de toute façon parce que c'est comme l'horoscope, on peut se projeter dans n'importe quelle description humaine, de toutes les manières, c'est possible, hein. Vous regardez le DSM, c'est pareil. Il y a aussi un vrai soulagement parfois. Il y a un effet comme ça dès qu'on est dans quelque chose de public. Vous avez vraiment des gens qui ont besoin de se projeter ou simplement de... Voilà, ça fait partie. Et puis il y a un vrai soulagement, c'est-à-dire que malgré tout, s'il y a bien quelque chose là d'un écart assez important, de pouvoir enfin... C'est un écart qui la plupart du temps n'est pas dit, n'est pas nommé. Et donc de pouvoir se dire, ah bah oui d'accord, je ne suis pas le seul à fonctionner comme ça, à ressentir ça. Il y a bien quelque chose que d'autres ressentent. Trouver quelqu'un qui trouve les mots pour exprimer ce avec quoi on a suffoqué, ce qu'on n'est pas arrivé même à expliquer à ses proches, enfin 1 million de fois, on peut comprendre que ça produise un effet de soulagement très grand et que du coup la personne s'engouffre. J'ai ressenti le soulagement. Moi, je voulais juste rajouter un petit truc, pardon. Pas de problème. Non, mais juste un petit point par rapport à la notion de récit, qui revient souvent dans nos propos et dans notre livre. Et on oublie parfois qu'il faut préciser que le récit tel qu'on l'entend, ce qu'on entend par récit, c'est ce par quoi tout être humain est travaillé. C'est vraiment quelque chose qui ne se choisit pas de manière consciente. C'est pas un arrangement avec les faits historiques de notre existence. C'est pas... j'ai vu aussi quelqu'un, David Geller, oui, voilà, justement vous parliez, mais est-ce que ce serait pas une façon de fuir et je pense que le récit tel qu'on l'entend nous, c'est de toute façon un besoin vital qui fait que tout d'un coup si le récit s'effondre en nous, on ne le choisit pas le récit, on en a même plusieurs d'ailleurs, hein, concurrents en nous. C'est bien, je pense aussi, l'essence du travail analytique, hein, quand les gens viennent travailler en analyse, ils ont aussi plusieurs récits contradictoires. Il y a des récits catastrophes qui les menacent toute leur vie, qui leur dit une petite voix qui murmure que peut-être ils sont maudits, que peut-être c'était couru d'avance que ça se passe comme ça, et c'est à travers ce prisme qu'ils vont lire les événements. Et à d'autres moments, il y a un autre récit, plus positif par exemple, à travers lequel ils vont lire autrement, et donner sens autrement à leur existence. C'est assez infernal de ne pas savoir à quoi s'en tenir, surtout si en plus on ne s'en remet pas au groupe.
Donc de toutes les manières, le récit singulier, il est fait de briques et de broc, il est contradictoire, et c'est pour ça qu'il y a une telle nécessité de le travailler pour peu à peu aller vers quelque chose de cohérent. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra jamais avoir ce que les typiques, là aussi il faut des guillemets, ont, cette espèce de repos qu'on n'aura jamais. Il y aura toujours ce travail du sens en continu, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui ne se choisit pas, qui se fait à travers nous. Ça c'est l'écartèlement que vous décrivez, c'est la version douloureuse, dramatique, effectivement, de quand on se tient un pied dans le récit collectif quand même, parce que tout n'est pas non plus à jeter dans notre culture, dans les récits qui circulent, et on adhère en partie. Il ne faut pas non plus croire qu'on adhère si on trouve que c'est... Enfin, c'est juste que c'est passé par, effectivement, par un jugement très personnel avant. Mais il y a des choses, on y adhère, il y a des valeurs auxquelles on adhère, et d'autres pas. Et je pense qu'il y a aussi le pied qui est en dehors. Alors, on peut le vivre comme un écartèlement, ou alors c'est l'occasion, ou alors c'est pile l'endroit de l'enchantement. C'est aussi pile l'endroit du désir, c'est aussi pile la crête où nous pouvons aussi prendre notre envol pour justement travailler ce récit collectif en retour. C'est-à-dire qu'il nous est donné de pouvoir remettre en question beaucoup de choses à travers nos propres vécus, mais y compris, du coup, ça peut avoir des retentissements d'intérêt plus vastes et modifier, questionner le récit collectif. Je veux dire, l'histoire s'est faite avec des gens comme ça, en réalité. On est juste en train de parler de quand l'intelligence humaine est libre, et bien sûr qu'on travaille et on retravaille et on transforme et on révolutionne parfois des choses qui font qu'on est dans une histoire, une évolution, des choses qui voilà, et ça c'est dans tous les domaines. Donc ça peut être l'endroit de l'écartèlement, de l'angoisse, comme ça peut être aussi le début du désir et d'une vraie mise en mouvement de ce va-et-vient entre récit collectif et le hors-récit. Si vous êtes complètement hors-récit, attention, si vous perdez pied, si vous n'êtes plus dans le récit collectif du tout, vous êtes quoi? Vous êtes dans la perversion, dans la paranoïa, c'est autre chose là. On est dans autre chose, Tout à fait. dans un récit effectivement qui là perd pied.